Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission du Bouillon Ludique. Donc ce soir, pour m'accompagner sur cette première émission, je suis entouré de 4 excellents chroniqueurs dont je vais tout de suite faire la présentation. Bien sûr, tout d'abord, honneur aux dames. Je vous présente la première chroniqueuse qui s'appelle Marine. Bonsoir Marine. Bonsoir. Continuons dans la galanterie. Nous avons ensuite Mapo. Bonsoir Mapo. Bonsoir. Basculons enfin du côté masculin de nos chroniqueurs qui sont Jedice. Bonsoir Jedice. Bonsoir à toutes et à tous. Et pour finir, nous avons notre cher Dice. Bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue. Alors ce soir, nous avons la chance d'avoir un invité d'exception qui est éditeur de jeux, auteur de jeux, aussi créateur du Filmag et encore bien plus de casquettes à son actif. Mais pour présenter ce formidable monsieur, je vous laisse en compagnie de notre spécialiste des interviews qui est notre charmante Marine. Déjà, merci à Léandre Proust d'être venu avec nous ce soir. Bonsoir Léandre. Et salutations, merci de m'avoir invité. Donc Léandre, tu as vraiment un parcours atypique. Tu sais tout faire en fait. Tu as commencé en étant auto-entrepreneur dans la vente de cartes Magic en ligne. Tu as ensuite travaillé comme ludothécaire, tu as suivi une formation, employé de bar à jeux, employé de magasin de jeux physiques. Tu as participé à des festivals, t'as lancé une entreprise, la Fabrique Ludique, et où tu as commencé tes premiers jeux. Tu avais là aussi me proposé un projet, Léandre le ludothécaire, à une époque, avant Oui, de c'est vrai. partir. Eh oui, je l'ai pas J'avais oublié. celui-là. Eh bien moi non, parce que je l'avais suivi et je trouvais ça formidable. Ensuite, une gamme de free-to-play à laquelle j'ai également participé. Par la suite, tu as été représentant de la diffusion de Kingdom Rush en France pendant son financement participatif, responsable territoire francophone de Lucky Duck Game. Actuellement, tu es rédacteur en chef du Filimag et tu lances encore des projets, toujours des projets, avec un gros projet autour de Clash of Deck, actuellement en financement participatif. Si ma mémoire est bonne, tu nous as proposé des meeples en bois. Enfin voilà, vraiment énormément de cordes à ton arc. Oui. Ouais, en fait, c'est vrai que dit comme ça dans la longueur, c'est vrai que ça fait une belle liste. Ouais, et je pense quand même que tu en as oublié quelques-uns, mais peut-être que j'y reviendrai un peu plus tard. Mais ouais, ça fait déjà pas mal en fait. C'est surtout la variété de domaines dans lesquels tu t'es impliqué et qui s'attachent tous au domaine ludique, hein, mais c'est un parcours impressionnant. Donc, est-ce que tu peux nous parler justement de ta formation de ludothécaire? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Parce que nombreux sont ceux qui rêvent de se transformer leur passion en métier, peu y arrivent. Est-ce que tu aurais un mot, un conseil à donner? Et ben en fait, c'est par là que je suis rentré, je pense, par le côté un peu professionnel du jeu. Juste avant, j'avais lancé une auto-entreprise dans la vente de cartes Magic à l'unité sous forme un peu atypique de booster repack où je reconfectionnais des boosters d'occasion et je les revendais vraiment pas cher. Mais j'ai toujours eu cette envie de vendre des trucs pas chers, en tout cas même pour le jeu, de faire des trucs accessibles. Ludothécaire, c'est venu juste après cette auto-entreprise et en fait, c'était c'est là où j'ai vraiment découvert les jeux de société modernes. Je suis arrivé à mon entretien d'embauche, je ne connais absolument pas grand-chose des jeux modernes, c'est là que j'ai tout découvert. J'ai d'abord travaillé en ludothèque avant de faire ma formation, ça c'est assez étonnant aussi. C'est-à-dire que j'ai postulé au culot dans une ludothèque à Issy-les-Moulineaux et j'ai été recruté pour 6 mois pour un remplacement. Et c'est suite à cette expérience de 6 mois que j'ai fait une formation à Bordeaux, à l'IUT de Bordeaux. À l'époque, c'était le Dugal que ça s'appelait. Maintenant, je sais pas. Peut-être que c'est toujours pareil. C'était le diplôme universitaire de gestion et d'animation en ludothèque. Ça dure 1 an et super expérience parce que c'est là où on se crée un réseau, où on rentre vraiment dans le grand bain. Pour le coup, c'est pas spécialisé sur les jeux de société, c'est assez large en termes de formation puisqu'on est sur une formation
jouer aussi, jouer, petite enfance, enfin, c'est assez riche et assez dense. Et puis, la question, c'était quoi déjà? Non, Ouais, alors ça va être souvent, hein. Les questions qui non, vont être mais posées où je vais dévier. C'était un conseil sur la formation. Ouais, bah si vous voulez faire métier de ludothècaire, je conseille clairement la formation qui est à Bordeaux. Je sais on a d'autres, on a une à Lyon également et une du côté de Cholet. On a trois en France et les trois ont bonne presse. Donc jusqu'ici, si quelqu'un veut rentrer dans le monde du jeu par la porte de ludothècaire, je recommande clairement une formation professionnelle comme celle-ci. et du coup, oui, voilà, la question c'était, qu'est-ce que cela t'avait apporté? Qu'est-ce que tu as gagné concrètement, comme compétences, comme connaissances, qui t'ont permis après de développer, ton profil? Voilà, comme compétence, bah, surtout de la culture, en termes de culture ludique, moi, c'est là où j'ai fait mes armes. C'est là où j'ai découvert énormément de jeux, énormément de, de collègues également qui m'ont fait découvrir des choses dans le jeu. C'est-à-dire que j'ai rencontré des auteurs, j'ai rencontré des éditeurs. J'ai visité beaucoup de ludothèques, donc vu beaucoup de joueurs, des assos. Enfin, en fait, c'est vraiment en plus d'apprendre, euh, en plus d'apprendre un métier, on s'immerge dans le jeu, c'est-à-dire que vraiment, c'est au quotidien, on a du jeu dans nos relations sociales, on a du jeu dans nos relations professionnelles. C'est vraiment ouais, une immersion totale. Donc, ce que ça m'a apporté, je dirais surtout, ouais, je pense que avant tout, c'est surtout un réseau et puis une culture ludique. Ensuite, en termes de technique, bah, j'ai appris à expliquer, à transmettre une règle de jeu. J'en ai fait mon activité plus tard sur, dans l'animation, notamment en festival. La transmission de règles, c'est quelque chose que j'ai appris pendant ma formation, qui est quand même qui est quand même un exercice qui est pas si évident que ça, mine de rien. On pourrait croire qu'expliquer une règle, c'est très simple. Il suffit de prendre des informations et les transmettre, mais il faut toujours s'adapter au public. Dans la sélection des jeux aussi. Enfin, il y a plein de compétences qui sont apportées dans cette formation. Euh, Ça va être compliqué de te faire un résumé comme ça, mais on va dire que ouais. Euh, Non, mais clairement, voilà, c'est on va dire le réseau, la culture ludique et la transmission de règles. C'est pour moi c'est ça que j'ai retenu et c'est ça les choses les choses que j'ai apprises pendant cette formation notamment, mais avec plein d'autres trucs autour, hein. Mais on va dire que ça c'est la partie visible de l'iceberg. Oui, pardon, pour revenir sur oui, oui. sur les formations, comme l'a dit Marine également, tu as suivi une formation de fabrication du jeu, mais du jeu en bois. C'était pour toi une suite logique, ou c'était l'envie plus de travailler le bois, ou pour partir sur autre chose après, en termes de jeu, le fait de cette formation de fabrication de jeux en bois? Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi, ouais, exact, ouais. Ouais, ouais. Et ben en fait, c'est-à-dire que moi j'aime beaucoup découvrir des nouvelles choses. Alors le jeu, ça me porte depuis toujours. C'est vraiment là où j'ai voulu faire mon activité professionnelle et j'ai essayé de prendre le plus d'expérience possible autour de cette thématique qu'est le jeu. Et donc dès qu'il y avait quelque chose à apprendre autour du jeu ou de quelque chose à essayer, quelque chose à expérimenter, et je pense que ça se voit aussi dans mon parcours, dès qu'il y a quelque chose que j'ai envie de découvrir, bah, soit je me forme, soit je fais un projet autour et j'expérimente directement. Pour le jeu en bois, j'avais pas de volonté particulière de faire quelque chose derrière avec, c'était juste essayer d'apprendre à faire du jeu, euh, de la fabrication de jeux pour éventuellement faire moi-même fabriquer mes idées de jeu, donc mes propres jeux, et les produire, les autoproduire. J'ai fait la fabrique ludique justement dans la foulée. Donc après, la fabrique ludique, c'était une petite entreprise de fabrication de jeux et de jouets en bois. Et après, on va dire que c'était pas forcément ma tasse de thé à 100% la fabrication, même si je me débrouillais plutôt bien, mais c'est pas quelque chose qui me portait plus que ça. J'étais beaucoup plus dans la création de jeux, on va dire de prototypes plutôt que de la fabrication physique. J'aime bien travailler des concepts, mais travailler de la matière au final, même si je trouve que je m'en sortais plutôt bien et que des gens trouvaient que ce que je faisais était plutôt bon. C'est pas quelque chose qui me porte spécialement. Mais oui, en tout cas, la formation en bois, c'est quelque chose que j'ai fait par envie de découvrir un autre aspect du jeu et puis de pouvoir être autonome sur la fabrication de mes jeux en bois. D'accord.
Et vu que tu es, bon, on voit, tu es quand même multitâche, tu foisonnes d'idées, et cetera. Devenir formateur, justement, tu parlais du thé à Bordeaux, le Dugal, et retransmettre ce savoir, retransmettre ses connaissances en devenant formateur, c'est quelque chose qui pourrait t'attirer, qui Quelque pourrait être chose une qui autre corde à m'a ton arc? C'est quelque chose qui m'a jamais traversé l'esprit. Euh, Pourtant, je me considère comme pédagogue. En termes de transmission, dès qu'on me pose des questions en général, que ce soit sur mes projets ou autres, par exemple des jeunes auteurs qui viennent me voir pour avoir des conseils sur le financement participatif notamment ou des choses comme ça, je prends le temps de répondre à chaque fois sans souci. Je suis assez transparent sur tout ce que je fais. Mais c'est vrai que j'ai pas spécialement envie d'avoir une formation cadrée, distiller des conseils ou des choses comme ça au compte-gouttes, pourquoi pas. Mais j'avoue que là, ouais, le côté formateur, c'est pas quelque chose qui m'attire particulièrement, peut-être plus tard, mais non, j'y ai pas pensé. Justement, est-ce qu'il y a des nouveaux, contacts pour prendre des justement, est-ce qu'il y a des nouveaux, contacts pour prendre des conseils, pour savoir comment débuter un jeu, comment débuter dans le métier? Est-ce que tu as régulièrement des demandes dans ce sens? Ouais, ouais, complètement. Régulièrement des demandes dans ce sens? Ouais, complètement. La plupart du temps, c'est des auteurs, euh, comment on peut dire ça, débutants qui connaissent pas encore vraiment le secteur du jeu de société, ils connaissent pas l'industrie, euh, et qui veulent des conseils sur, ouais, 90% du temps, ça va être surtout sur comment faire un financement participatif. Euh, Parce qu'en général, ils ont essayé une fois, ils ont échoué et ils voulaient savoir, par rapport à mon expérience du financement, comment est-ce que moi j'avais fait pour rebondir et proposer autre chose, etc., etc. Donc en général, c'est sur cet aspect-là. Sur la création de jeux en particulier, les auteurs qui me contactent, c'est plus ceux qui, euh, qui veulent des conseils plutôt sur le côté minimaliste, c'est-à-dire comment essayer de réduire au maximum le contenu d'un jeu, on va dire. Plutôt sur l'aspect matériel, c'est un peu ma spécialité, de créer des jeux dont le matériel est réduit à la plus brève expression du jeu. Voilà. En gros, on me contacte surtout pour ça, voilà, pour les financements participatifs et puis pour l'aspect minimaliste des jeux. Donc, je suis assez typé comme auteur. Alors, du coup, tu me prends de court, on va changer l'ordre des questions. Oups, désolé. Et on va revenir justement sur les jeux minimalistes. Tu fais des jeux minimalistes parfois qui tiennent sur une seule et unique carte, comme Tu perds, tu laves et Tower Defense. Comment en arrives-tu à ce type de jeu? Qu'est-ce qui passe dans la tête d'un auteur pour en arriver à fabriquer ce type de jeu? C'est une vraie bonne question. Je pense qu'il faut avoir un esprit malade, c'est évident. Euh, En fait, la contrainte matérielle, c'est souvent quelque chose qui n'est pas pris en compte par l'auteur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est pris en compte généralement par l'éditeur, qui lui va être beaucoup plus rationnel par rapport aux composants du jeu pour essayer d'avoir un jeu qui soit faible en termes de composants, en tout cas de prix de composants pour pouvoir avoir un prix accessible pour le public. Moi, c'est quelque chose que j'ai intégré directement dans la création de jeu en tant qu'auteur, et j'ai envie de dire même c'est le pilier, c'est le cadre que je me fixe dès le début de la création. C'est-à-dire qu'en général, un auteur va partir soit d'une thématique pour ensuite découler sur des mécaniques qui font sens, soit à l'inverse, partir sur des mécaniques et ensuite accoler par-dessus une thématique. Non, moi c'est ni l'un ni l'autre, ça va être, je pars d'une contrainte physique de matériel, donc je me dis, bah, ce jeu-là, le prochain jeu que je fais, la contrainte, ça va être une carte. Le jeu doit tenir sur une carte, recto verso. Le jeu doit tenir sur un flyer A5. Voilà, le jeu doit contenir uniquement des engrenages, ou alors l'engrenage doit être le cœur du système de jeu. Donc je pars souvent, et même quasiment exclusivement d'ailleurs, d'une contrainte matérielle pour créer mes jeux. C'est la base. Et ensuite, j'aime bien quand les jeux sont très petits, euh, pas dans leur, comment dire, pas forcément dans leur temps de jeu ou pas forcément dans
dans leur intérêt, c'est pas un intérêt léger, mais que le matériel soit réduit vraiment le plus petit possible, mais qu'il y ait une vraie profondeur de jeu. Et j'aime bien les jeux où il y a un petit twist original dedans. Pas forcément des jeux très compliqués, très développés, pas des jeux qui prennent 2 ans à développer. Moi, j'aime bien les trucs qui sont un petit peu nerveux, et des jeux qui vont faire moins d'une demi-heure généralement, mais des jeux vraiment qui sont ultra compacts et délimités par une contrainte de matériel forte. Donc j'entends par là qu'en fait, tu aimes te lancer des défis. Tu te mets voilà, tu te mets une contrainte, un défi et à partir de là, tu te dis: «Comment je vais pouvoir m'en sortir et développer quelque chose?» Ouais, complètement. C'est-à-dire que pour moi, la création, elle peut se faire que dans un cadre délimité. Si t'as pas de cadre, je trouve ça extrêmement compliqué. En tout cas, de mon point de vue d'auteur, c'est très compliqué de construire quelque chose si j'ai pas à un moment donné un cadre qui me rappelle la limite de ma création. Si je me dis je peux créer ce que je veux sur n'importe quelle thématique, n'importe quelle mécanique, n'importe quelle sans contrainte de matériel, je serais complètement improductif parce que ça partirait dans tous les sens. Donc c'est un moyen de se canaliser sur un objectif. Ouais, je pense que pour moi ça me stimule. C'est une espèce voilà, un stimulateur qui permet de favoriser la créativité. Et effectivement, je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette de me challenger avec des contraintes comme ça de matériel, mais qui sont pas des choses que je subis. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je veux, que je souhaite, et qui favorise ma créativité. Donc c'est tout bénef. On me dit en régie, on me demande en régie si, on peut te demander un challenge de création. Ça dépend. Là, tout de suite dans les médias, en live, tu veux dire? Je sais pas, Dice, tu nous dis un mot? Non, vu comme tu disais justement, tu aimais bien être challengé et cetera, si ça pouvait, à la fin à la fin de l'émission te dire: «Bon bah, juste pour le fun, le prochain petit jeu qui sort en free to play, et c'est nous qui te donnons les contraintes», hein. Ça peut être, je sais pas, avec 2 dés ou avec un dé, une carte, avec, un dé, et un bout de carton. Voilà, si c'est ce genre de challenge, juste pour voir si, juste pour s'amuser, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut réfléchir pendant l'émission et puis te le proposer à la fin pour le prochain jeu? Content d'être venu, hein. Alors, complètement satisfait. Alors, la problématique qu'il va y avoir, c'est que actuellement, la collection Cut and Play, qui comporte, je sais plus, 11 jeux, je l'ai mis en sommeil et c'est D'accord. terminé fin 2020, donc il y a un peu moins d'un an, pour justement enchaîner sur Clash of Deck. Ça, c'est un truc que j'ai appris assez récemment, c'est de me focus sur un objectif et, euh, et de pas me disperser. Parce qu'en fait, ça se voit dans mon parcours, hein, j'ai beaucoup de petits projets qui sont très sympas et qui m'ont permis de m'auto-former en fait, qui m'ont donné de l'expérience et du réseau. Mais ça a jamais décollé jusqu'à des projets comme les jeux Cut and Play où j'avais un partenariat avec Philibert, comme le Filimag. Là, ça a décollé, comme là, Clash of Deck. Et en fait, depuis très peu de temps, je veux dire depuis 2 ans et demi, 3 ans, depuis que je suis passé chez Lucky Duck, mais on en parlera peut-être plus tard, j'ai cette capacité à maintenant me focus vraiment sur une chose à la fois en général. J'essaye au mieux 2 choses, mais j'essaie de me focus sur une chose à la fois pour être efficace et pour pas me disperser. Et du coup, là, le jeu que tu me proposes de faire, le truc, c'est que je peux le faire en soi, c'est pas un souci. C'est juste que là, en ce moment, ça va être compliqué en termes de timing parce que je suis focus à la fois sur Clash of Deck, j'ai le Filimag en parallèle et surtout, là, sur le mois de novembre, j'organise aussi mon déménagement pour le mois prochain. Donc, ça va être un petit peu tendu de te proposer un jeu terminé. Après, je peux réfléchir, tu vois, je peux me poser pendant 1 heure à un moment donné sur un concept et te sortir un espèce de proto, un premier jet, mais ça sera pas un jeu définitif et terminé avec des illustrations et mise en page et des règles bien rédigées comme j'ai pu le proposer sur la collection Cut and Play en 2020. Voilà. Alors, moi, j'ai jamais perdu espoir, hein. Tu remarqueras qu'il reste 24 tipeurs. Je fais partie de ces tipeurs. J'ai toujours gardé espoir que tu reviennes avec des jeux. Mais ça sera, je pense qu'à terme, je reviendrai parce que la page Tipeee, ça a été aussi un basculement à un moment donné. C'était
c'était dans la continuité des financements participatifs que j'ai faits. Et ça me permettait de créer tous les mois. C'est-à-dire que ça m'a donné c'est là où j'ai pu me focus justement sur ce principe de jeu cut and play. J'ai pu me focus dessus parce qu'il y avait une petite communauté derrière. Le Tipeee est quand même monté à un moment donné à presque 200 personnes, 200 keepers, ce qui est vraiment un bon score pour un créateur de jeux de société, parce que de toute façon, je crois que j'étais plus ou moins le seul dessus. Il n'y avait pas beaucoup d'autres créateurs dessus. Et je pense que je réutiliserai cette plateforme-là parce que ça m'a permis, ça m'a permis de développer toute cette collection-là. Je pense que si à un moment donné, je dois recréer du jeu comme ça, sous un format très minimaliste, en fait, je le vendrai pas spécialement en boutique ou quoi. Je le vendrai directement à des joueurs que ça intéresse via une plateforme comme Tipeee. Et je ferai plus des gros tirages de plein d'exemplaires comme j'ai pu le faire à l'époque. Je ferais uniquement des micro-séries, vraiment juste pour le kiff, je pense. Oui, et ça, surtout, ça t'a aidé à gagner en visibilité. Enfin, je sais pas avant, mais personnellement, c'est comme ça que j'ai découvert ton univers, comment tu fonctionnais. Et ça, je pense que ça t'a vraiment permis de développer une notoriété, en fait, d'être connu pour après partir sur des projets plus actuels. Ouais, et c'est surtout alors sans parler d'être connu auprès du public, comme toi par exemple, qui m'a découvert pendant mes jeux, là où ça m'a apporté un gros boost, c'est que ça a pu enclencher un partenariat sur du long terme avec Philibert notamment. Ça, c'était hyper important. En fait, j'ai contacté Philibert je crois que janvier 2019, aux prémices de ce projet-là, pour leur dire, écoutez, j'ai un concept, là j'ai peut-être un truc, ça peut être cool, je crée un jeu par mois, ça tient sur un flyer A5, c'est un jeu à découper comme un print and play, sauf qu'il n'y a même pas besoin de l'imprimer, sur du papier un peu épais, et puis au dos, on mettrait une pub d'un éditeur pour financer l'impression des jeux. Ça veut dire que vous, dans vos commandes, vous glissez un jeu gratuit pour vos clients. Moi, ça me fait faire un jeu par mois que je peux diffuser, et donc avec des joueurs qui jouent à mes jeux, et donc c'est ça que je cherchais à l'époque. Et puis l'éditeur, ça lui fait une petite publicité diffusée auprès de vos clients. Donc voilà, c'est tout le monde y gagne. Donc est-ce que ça vous tente? Et du coup, Philibert a dit ouais, mais carrément. Donc on a fait ça sur tout 2019, et c'est surtout qu'après, c'est ça qui, en fait, c'est les prémices du modèle économique du Filimag. Le Du coup, Filimag, la ouais, question suivante, c'était comment est-ce que tu en es arrivé à devenir rédacteur du Filimag? Du coup, c'est avec ce partenariat-là, du coup? ouais, carrément, c'est complètement lié. Et ça t'a apporté quoi, du coup, en plus de cette visibilité? Le Filimag, ça m'a apporté une stabilité économique, c'est-à-dire que c'est mon activité actuellement qui me fait manger, parce que en gros, le Filimag, c'est une idée que j'ai eue à la suite justement de cette collection Cut and Play que j'avais en partenariat avec Philibert. Je leur ai dit, bon maintenant on va arrêter la collection Cut and Play parce que je passe sur un autre jeu qui est Clash of Deck. Mais par contre, j'ai peut-être une idée à partir de une idée qui est en gestation. Qu'est-ce que vous diriez de passer d'un jeu à découper à un magazine de jeux? Ils ont dit, mais vas-y, banco, si tu arrives à faire tenir ton projet, qu'il soit viable économiquement pour toi, tu peux y aller. Donc, la suggestion, la création, l'idée du Filimag, donc c'est moi qui l'ai eu. Je l'ai proposé à Philibert qui a accepté. On a fait une maquette ensuite avec ma collègue et compagne. Et les éditeurs ont surkiffé le principe. Pour ceux qui connaissent pas le Filimag, c'est un magazine qui est distribué dans les commandes de Philibert à 16 000 exemplaires chaque mois. C'est un magazine papier gratuit. Et le principe, c'est que c'est les éditeurs qui financent le magazine en publiant des publicités dans le Filimag, à hauteur de 25% du contenu. C'est-à-dire qu'on a 75% de contenu original et 25% de publicité qui financent l'intégralité du magazine. Ça, c'est D'ailleurs, moi, je te coupe 2 petites minutes. Ouais. Je voulais te dire, bon, avec du vrai fond sur comment on en est arrivé à certains jeux, des artworks et tout. Chapeau, hein. Vraiment, c'est super produit, je trouve. Merci. Ouais, écoute, en fait, on n'est pas du tout dans le monde de l'édition de magazine. C'est juste qu'en fait, j'ai eu l'idée. Et en fait, on s'est formé avec les premiers numéros. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ok, on a lancé un magazine, c'est super, ok, super. Comment on fait maintenant? Ça a été un peu ça.
Et puis en fait, on s'est super bien. Je trouve qu'on s'est plutôt vachement bien débrouillé pour des néophytes. On ne faisait pas du tout de PAO, on ne sait pas grand-chose en magazine. On n'avait pas vraiment de comparaison, ni de formation, ni rien. On a appris sur le tas. Et effectivement, on peut le constater, la qualité. On est spécialiste du jeu quand même. On est spécialiste du contenu, mais on n'est pas spécialiste. Il y a ma collègue qui intervient à côté, attention. On est spécialiste du contenu, c'est-à-dire du jeu de société. C'est un domaine qu'on maîtrise et qu'on baigne dedans au quotidien. Mais en termes de maquettage, en termes de graphisme, en termes de PAO, en termes de mise en page, tout ça, c'est quelque chose qui nous était assez étranger et qu'on a appris sur le tas. Et donc voilà, juste pour faire la boucle avec les jeux en cut and play, s'il n'y avait pas eu les jeux en cut and play, il n'y aurait pas eu le Filimag parce que c'est la suite logique. Le modèle économique, en fait, c'est la suite logique. On est passé d'un flyer avec une pub à un magazine avec 25% de pub qui permet de le financer. Et du coup, le Filimag, c'est notre activité principale actuellement. Avec ma compagne et moi, on a créé Gram Édition spécifiquement pour ça. Donc, on est sur un magazine indépendant. C'est nous qui décidons absolument de tout le contenu qu'il y a dedans. On l'envoie à Philibert qui lui est en charge de la logistique et de la distribution dans leur commande. Ouais, donc c'est génial, c'est que t'as une vraie liberté. Voilà, t'es pas censuré, on va dire. Bon, sauf si tu vas trop loin, mais c'est bien quand même. Je pense que pas beaucoup de gens savent ça, tu vois, par exemple. Ouais, non, on n'est pas. En fait, tout le monde pense que, en même temps, c'est un peu logique que les gens pensent ça, mais tout le monde pense que le Filimag, c'est Philibert qui le crée. Non, c'est Gram Édition, c'est moi et ma collègue. Et on a aussi un rédacteur. 2 rédacteurs. On a un rédacteur jeu de rôle et un rédacteur jeu de société. Et puis un relecteur aussi, qui est un tout petit noyau. On est 4 en gros de fixe. Et après, ça nous arrive assez régulièrement de demander, par exemple, à des chroniqueurs ludiques francophones s'ils acceptent qu'on publie une de leurs reviews dans le magazine. Ça arrive, tu vois. Il y a aussi, on demande aussi à des Philly Boys s'ils veulent mettre aussi leur avis des fois dedans. Tous les mois, dans le Filimag, on fait un gros dossier sur le jeu qui est en couverture. C'est-à-dire qu'on va aller interviewer l'auteur, on va interviewer l'illustrateur, l'éditeur, on va faire un espèce de carnet d'auteur et carnet d'illustrateur. À chaque fois, ça c'est du contenu vraiment exclusif. C'est pas quelque chose qui est recyclé. C'est quelque chose qu'on crée en partenariat avec l'éditeur et avec l'illustrateur et l'auteur. Et tu vois, on a pu interviewer quand même des noms qui étaient. Le dernier en date avec Richard Garfield. Voilà, ouais, je pensais à lui, ouais. Sur The Hunger est absolument génial. C'est en ça que je dis que c'est le magazine, en tout cas, moi, je le trouve extrêmement bien fait et j'en suis même à rechercher les numéros que j'ai loupés. On peut s'arranger si tu veux. J'ai encore quelques. Alors, Ça Léandre, s'arranger. je voulais savoir, ta femme, donc ta collègue, ta partenaire, Adeline, est hyper présente dans ta production, dans tous les projets ludiques que tu proposes. On la voit souvent en arrière-plan. Mais oui, non, mais elle est très présente, Adeline, parce que déjà, elle fait Non, partie pas. intégrante. Si, c'est vrai. Elle fait partie intégrante de Gram Édition. Donc le Filimag, elle est co-gérante. Et puis c'est quoi ton rôle déjà sur le Filimag? Directrice de publication. Elle est directrice de publication. C'est ça son rôle. Après, voilà, on s'est donné des grades pour se donner des grades. En vrai, on est assez complémentaires et assez souple dans nos. On réfléchit au contenu tous les deux. C'est vrai. Après, moi, je récupère tous les éléments. On fait des interviews tous les deux aussi. Ouais. Je suis en contact avec les éditeurs. Et toi, tu gères surtout la PAO. Ouais, PAO et vérification du contenu et puis ouais. Impression. Ouais, on se partage les tâches sur le Filimag. Elle fait un petit peu les trucs qui sont un peu pénibles à faire et moi les trucs sympas. Voilà, pour résumer. On sait bien que derrière tout grand homme se cache une grande femme. Hein. Mais ouais, mais c'est essentiel. Ça peut être l'inverse aussi, hein, mais je pense que de toute façon derrière chaque visage public, il y a quelqu'un derrière dans l'ombre qui œuvre pour pas pour faire la petite main parce que il y a pas de petite tâche, mais qui file plus qu'un coup de main, mais qui participe activement. Ouais. Parce que moi, je suis la partie visible de l'iceberg, le personnage public de Gram Édition, mais voilà, je suis juste la devanture.
Et c'est très bien comme ça. Et c'est très bien comme ça. Oui. Il y en a qui aiment bien être mis devant, voilà, qui aiment bien être devant, d'autres qui aiment bien être derrière. Tout le monde prend tout bien, tout honneur, évidemment. Alors justement, vu qu'on parle de l'investissement des proches, de la famille, donc il y a, il y a Adeline qui t'aide au quotidien. Et ton frère aussi, puisque il me semble qu'il a participé peut-être à Léandre le ludothécaire et puis aux illustrations de tes free-to-play au fur et à mesure. Au début, tu faisais tout seul. J'ai cru comprendre que l'illustration n'était pas forcément ton fort et que tu avais fait appel à ton frère. Alors, c'est pas l'illustration en tant que telle, parce que mon frère a aussi une bille en illustration. Les illustrations, on s'est toujours débrouillé pour bidouiller. C'est-à-dire, on est parti récupérer des packs sur le web. On achète des packs d'illustrations qui sont déjà faits. En général, c'est des packs qui sont pas exclusifs, c'est-à-dire que n'importe qui peut les acheter et les utiliser. C'est le cas pour tous les jeux de cut and play, mais c'est aussi le cas pour Clash of Deck. Clash of Deck, les illustrations actuellement ne sont pas des illustrations qu'on a commandées, c'est-à-dire que c'est des packs d'illustrations que d'autres jeux vidéo ou jeux de société peuvent avoir dans dans leur jeu. Donc mon frère, effectivement, il a une place assez importante dans mes projets, puisque il bidouille à fond. Il est un peu comme moi, sauf que lui, il bidouille pas dans le monde du jeu de société, il bidouille dans tout ce qui est informatique, on va dire. Donc tout ce qui est web design, montage Photoshop, faire des vidéos, voilà, tout ce qui est un petit peu dans ce registre-là, il a bidouillé beaucoup dans sa vie autour de ça, et du coup, il me file des coups de main, et même plus que des coups de main, parce que maintenant, je le rémunère pour ses missions. Mais oui, tout ce qui est graphisme, mise en page, vidéo, ou des choses comme ça, ou gérer des sites, ou des choses comme ça, c'est lui qui m'a fait, ou développer l'application Léon de Ludothécaire, c'est lui qui l'a fait, parce que moi, j'ai absolument pas les compétences pour ça. Donc j'ai de la chance d'avoir ces compétences à portée de main, parce qu'il y a plein de projets que j'aurais pas pu mener si j'avais pas eu les compétences de mon frère à un moment donné à disposition. Ça, c'est clair. Et le projet de Léandre le ludothécaire, justement, qu'est-ce qu'il est advenu C'est une vraie bonne question. Je sais plus où il en est. J'avais fait la base de données. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Léandre de Ludothécaire, c'était Parce que c'était un travail énorme. Du coup, tu ouais, avais vraiment beaucoup investi derrière. ouais, c'était beaucoup, bah, surtout beaucoup de temps. En général, de toute façon, j'avais pas d'argent, donc tous mes projets, ça demandait beaucoup de temps et d'énergie, mais pas de financement, pas de moyens. J'ai jamais eu des projets où j'ai investi de l'argent directement, bah, sauf plus récemment maintenant avec Clash of Deck où là j'ai vraiment investi, mais sur tous mes projets avant Clash of Deck, on va dire, j'ai toujours jamais rien investi en termes d'argent. Même sur le Filimag, on est parti à partir de zéro euros. On a commencé de rien du tout. Et du coup, pour revenir sur la question qui était quelque chose, je sais plus ce que c'était. Qui était sur ce qu'il était advenu de ce projet, du projet Léandre le Ah oui, ludothécaire. c'est vrai, excuse-moi. Donc, oui, on avait contacté, mon frère avait bidouillé ça sur Internet, mais encore une fois, il est pas développeur professionnel, donc il a fait un petit truc, voilà, qui fonctionne. Mais si un vrai pro, un vrai développeur regarde ce qu'il y a derrière, il va se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'il a fait? C'était fonctionnel, mais c'était pas responsive, ça marchait pas très bien sur téléphone. Il a fallu faire une vraie application, donc débloquer plus de moyens. Et du coup, le projet en est resté là, malgré le fait qu'il y avait, je pense, quand même un potentiel. Il aurait fallu aussi affiner la base de recherche, la base de données et la mettre régulièrement à jour, chose que j'ai pas eu le temps de faire par la suite. Donc en fait, la base de données est devenue assez rapidement obsolète au bout d'un an, parce que le nombre de sorties de jeux faisant, si c'est pas mis à jour, c'est très compliqué d'avoir des résultats qui sont pertinents. Juste pour dire que très simple, c'était un espèce de Akinator, un personnage qui nous parlait, qui nous disait à combien de joueurs tu veux jouer, avec qui est-ce que tu seras pour jouer, quelle thématique de jeu est-ce que tu voudrais, quelle mécanique. Il posait en tout 6 questions très précises, et en répondant à ces 6 questions, il te suggérait le jeu qui correspond parfaitement à tes attentes. Ou une liste de jeux en tout cas. Donc ça, c'était le principe de Léandre le bibliothécaire. En fait, c'était de pouvoir avoir un site qui te fasse une sélection de jeux automatisés. Et oui, donc alors moi j'admire de manière générale enfin je suis très sensible à tous les auteurs qui vont prendre un principe et le détourner. J'adore les rois de détournement, et t'en es un.
comment à partir de moyens minimes on peut proposer d'autres choses qui, ce que j'appelle le pas de côté en fait, et que ce soit avec le Filimag, avec les handles ludothécaires ou avec tes print and play, c'est voilà, c'est quelque chose où tu apportes toujours un petit plus, donc ta patte. Et donc avec la gamme de free to play, c'était peut-être pas le premier à l'avoir inventé non plus, hein, et puis le confinement a aidé les print and play à se développer. Mais tu as quand même gardé cette particularité de financement à participation libre. Et donc voilà, j'aimerais qu'on revienne un petit peu plus en profondeur dessus, sur ce qui t'a poussé à tenir si longtemps cette folle aventure. Et notamment, tu me fais penser à Elisabeth Fétit qui produit Méta de choc, je sais pas si tu connais, Pas du tout. mais qui a reçu une récompense dernièrement. Alors là, j'ai plus le nom, mais pour voilà, sur sa chaîne sur YouTube. Et elle se félicite d'être sur le podium, la seule à ne pas proposer de publicité dans ses contenus. Là où d'autres vont présenter des publicités partout et être des influenceurs. Et justement, elle passe par Tipeee pour financer ses productions. Donc un petit peu comme toi. Qu'est-ce qui porte cette ambition, cette volonté d'essayer un maximum de mettre en place des financements à participation libre, des jeux gratuits, accessibles au plus grand nombre? Alors, ça a été un moteur depuis toujours, de pouvoir diffuser le plus largement possible ce que je crée. En fait, pour moi, la création n'a de sens que si elle est partagée massivement. C'est-à-dire que si elle est partagée et surtout massivement. C'est-à-dire que le temps investi sur quelque chose que moi je crée, j'estime que je réussis. C'est une réussite à partir du moment où il y a beaucoup de personnes qui l'ont entre les mains, peuvent y jouer ou le lire. Enfin, en général, c'est y jouer parce que je suis créateur de jeux plus qu'autre chose. Mais voilà, l'objectif, c'est que ce soit accessible au plus grand nombre. C'est-à-dire que je vais pas regarder le nombre de ventes. En même temps, de toute façon, je vends pas grand-chose ou alors pas très cher. Je vais pas regarder les chiffres de vente en général parce que là, tu vois, actuellement, je fais un financement participatif. On en reparlera tout à l'heure. Ce que je regarde, je n'ai absolument rien à faire du montant de la cagnotte. Ce qui m'intéresse, c'est le nombre de personnes qui participent. Ça, c'est un objectif que je me suis toujours fixé et ça se voit d'ailleurs dans mes projets. J'ai toujours placé la gratuité et l'accessibilité de ce que je crée d'abord et après éventuellement d'avoir un modèle économique qui permet une rémunération. Et à partir du moment où j'arrive à faire quelque chose d'accessible, de gratuit et qui puisse durer, c'est-à-dire qui puisse au moins s'autofinancer, pour moi c'est déjà une réussite. Et c'est ça mon objectif principal. C'est vrai avec les Cut and Play, c'est vrai avec le Filimag, qui est gratuit, c'est vrai avec Clash of Deck, le starter kit que j'ai proposé gratuitement sur Kickstarter. Voilà. Mon objectif, avant tout, c'est la diffusion massive, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les auteurs, on va dire, un peu dans cet objectif un petit peu d'artisanat, parce qu'on va dire que voilà, je suis un artisan du jeu, c'est-à-dire que je suis pas accolé à un éditeur, à un gros éditeur ou un gros distributeur qui a une force de frappe en boutique ou des choses comme ça. Moi, je passe directement par les joueurs. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc du coup, on va revenir à Clash of Deck, ton jeu phare, ton chouchou, je dirais. T'as fait une première campagne participative que t'as arrêtée alors que le jeu était financé. Alors déjà, la première question, pourquoi ? Alors, le jeu n'était pas financé, il était presque financé. C'est-à-dire qu'on était à... Alors, de mémoire comme ça, c'était 7 ou 10 jours, un truc comme ça, depuis le début de la campagne. Je crois qu'on était autour de 23 000 euros financés, et le jeu était financé à hauteur de 25 000 euros. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans Kickstarter, il y a des codes qui sont très précis, et des attentes au niveau des backers. Il y a vraiment un back-end, il y a vraiment un derrière qu'il faut connaître. Et quand un éditeur sur Kickstarter met une somme, c'est pas la somme qu'il veut à la fin de sa campagne, c'est la somme qu'il veut à la fin de la première journée de campagne. C'est-à-dire que si l'objectif n'est pas atteint à la première journée, la campagne a beaucoup de chances de faire un flop ou pire encore, de faire un financement tout juste atteint, ce qui le mettrait dans une situation financière difficile parce que ce n'est pas la somme qu'il recherche au final, c'est juste la somme qu'il aurait voulu pour
que la campagne soit plus dynamique et puisse se dynamiser. Donc en fait, cet objectif qui est affiché de X, on s'en fiche, hein, l'objectif de Oui, financement, oui, bien sûr. il faut pas du tout le prendre en compte. Enfin, faut pas le comprendre comme l'objectif, une fin en soi, mais plus comme, on va dire, le moment où la campagne se lance pour de vrai. Alors du coup, tu as fait ce que personne, très peu de gens font. Tu as arrêté la campagne pour mieux revenir. Et là, j'avoue que tu as un peu scotché tout le monde parce que tu es revenu avec une formule qu'on n'avait jamais vue sur Kickstarter. Alors Ouais. d'où t'es venue cette idée et c'est un pari fou quand même, moi je trouve. Vraiment, enfin c'est Ouais, incroyable. en fait, après la première campagne, je me suis posé la question, est-ce que ce projet me ressemble? Donc, je proposais sur la première campagne un jeu qui était vraiment dans les codes de Kickstarter, c'est-à-dire une version de base complète et une version de luxe avec du matériel de plus haute qualité. Vraiment le stéréotype du projet sur Kickstarter. Et en fait, ce qu'il faut sur Kickstarter pour se démarquer, euh, surtout quand on est sur juste un jeu de cartes, parce qu'en général sur Kickstarter, on va plutôt chercher du jeu de filles ou des jeux vraiment à licence, ou des hits, on va dire. Si on a un tout petit projet, il faut pouvoir se démarquer par l'offre. Et là, je me démarquais de rien du tout, en fait. Je me démarquais de rien du tout, j'étais vraiment dans les clous. J'ai trop essayé de m'effacer au détriment de quelque chose qu'on aurait attendu du jeu. Et donc, en fait, je me suis dit, qu'est-ce qui me ressemble le plus? Ben, toi, ton objectif à chaque fois, c'est que le plus de personnes puissent jouer à ton jeu. Ok, Léandre, ça c'est pas mal. Mets-le de côté, tu le gardes. Ensuite, c'est quoi ton deuxième objectif? Bah, qu'est-ce que tu fais souvent? Tu fais des jeux gratuits. Ok, c'est pas un peu fou, c'est un jeu gratuit sur Kickstarter? Ouais, si c'est fou, bah vas-y, garde-le de côté, ça peut être possible. Et donc en fait, je me suis dit, est-ce que ça me ressemble, ça me ressemble, ça me ressemble? Finalement, j'ai proposé un jeu gratuit pour qu'un maximum de gens puissent l'essayer et éventuellement puissent être convertis à la suite. Donc effectivement, c'est un pari. C'est un pari parce que ça nous a demandé à moi et à Adeline des semaines, même des mois, j'ai envie de dire, des mois de travail où on gagnait rien du tout sur ce projet-là. C'est un investissement. En gros, c'est une campagne de communication qu'on a faite. C'est pas vraiment une campagne de financement parce que le financement était forcément atteint rapidement parce que un jeu gratuit, la demande est forte, on va dire, les gens se mobilisent, mais la difficulté, c'était pas sur la première campagne, en fait, c'était presque, la première campagne est facile parce que personne a d'attente particulière sur un jeu gratuit. C'est-à-dire que les gens sont hyper contents, ils disent, un jeu gratuit, c'est génial, même si le jeu est médiocre, même s'il y a des petits problèmes de communication ou quoi, en l'occurrence, il n'y en a pas eu, parce qu'on a été très transparent et très, très dans la communication sur ce projet-là. Notre objectif, c'était vraiment que les backers qu'ils sachent qu'ils peuvent nous faire confiance. Donc ça a été un gros travail de communication, de créer une communauté et puis parce qu'au début, les gens nous disaient, quand j'allais sur le web pendant la campagne, un jeu gratuit sur Kickstarter, c'est forcément une arnaque. J'ai dû répondre à des tonnes de messages sur cette vision qu'avaient les gens. C'est pas possible, 2 € pour l'envoi d'un frais de port partout dans le monde, mais vous allez vous faire arnaquer, vous ne reverrez jamais votre argent. Et en fait, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pédagogie qui a dû être faite sur ce projet, mais on va dire c'était presque facile en fait cette campagne-là parce que j'ai eu besoin d'investir 0 € en communication. Ça s'est fait tout seul. La viralité du prix a fait qu'il y a eu plus de 20 000 backers, mais j'ai pas du tout dû forcer sur la communication, contrairement à un jeu qu'on devrait normalement lancer. Et le challenge, c'est vraiment la transformation entre la première campagne et la deuxième campagne. Donc en ce moment-là, on a commencé à 24 heures. Celle qui a débuté il y a pas longtemps là. Là, bah, il y a 24 heures, ouais, c'est ça. Et qui est déjà ouais. qui est déjà qui a une bonne dynamique, clairement. Oui, qui est déjà une bonne dynamique, ouais, Justement, voilà. Comment avec un jeu gratuit, on s'en sort économiquement en fait? C'est une vraie bonne question, ça. Et ben en fait, on a fait une opération blanche. Que on n'a rien gagné dessus, mais on n'a rien perdu non plus. On n'a rien gagné, on n'a rien perdu parce que on a optimisé l'ensemble des coûts et on a tout rationalisé. C'est-à-dire que on a décidé, par exemple, le starter kit, au lieu de faire une version en français, une version en allemand, une version, etc., on a fait une seule version du jeu, français-anglais, c'est-à-dire que le nom des cartes, par exemple, petite info, le nom des cartes, par exemple assassin, brut, parasite, sont aussi bien valables en français qu'en anglais. Ça, c'est des petits trucs qui ont permis de faire une seule version du jeu, d'économiser sur l'impression. On a pu imprimer le starter kit en 40 000 exemplaires sur cette première campagne, on en a envoyé 36 000.
Et ensuite, c'est pas ça la plus grosse dépense sur ce projet-là, parce que en fait, l'impression d'un jeu de cartes comme ça de 36 cartes avec un petit jukebox, même quand c'est fabriqué en Belgique, parce que c'est fabriqué en Belgique, ça coûte pas très cher, parce que c'est Ouais, de l'impression de masse. l'envoi. C'est l'envoi qui a dû être cher. par contre. C'est l'envoi. Et du coup, là, en fait, il y a une offre de la Poste qui existe et que j'ai utilisé précédemment avec notamment avec que j'ai découvert avec mes jeux en cut and play que j'ai envoyé à mes tipeurs. C'est une offre qui s'appelle Destineo et qui permet d'envoyer des échantillons gratuits à travers la France et à travers le monde. Alors il y a des contraintes quand même assez fortes. Par exemple, pour la France, il faut envoyer au moins 100 plis identiques. Pour le monde, c'est 1000 plis identiques avec le même contenu, le même poids, etc. Il faut pas que ça fasse plus de 2 cm d'épaisseur. Enfin, bref, il y a pas mal de contraintes, mais du coup, on a réussi à cocher toutes les cases de ces contraintes-là et on a pu bénéficier d'un tarif Destineo et Destineo Monde, qui est un tarif du coup d'envoi marketing qui coûte extrêmement peu cher et qui a permis justement l'envoi à faible coût. Et donc, on était dans le cadre des expéditions de Starter Kit, on était dans ce cadre-là avec une expédition Destineo qui a permis de financer les frais de port beaucoup moins cher que si on passait par un timbre classique que tout le monde connaît. Et donc c'était possible parce que cette offre-là de la Poste existait. Bon, en tout cas, je précise à tout le monde que c'est absolument pas une arnaque parce que moi j'en ai pris 5 et je les ai bien reçus. Ah, pas mal. Non, c'est pas. Après, très rapidement, une fois que les gens nous ont suivi un petit peu, ils se sont rendus compte que c'était pas une arnaque, mais c'était en fait sur sur la campagne, tant qu'il n'y avait pas quelque chose de réel dans les actus qui ressortaient, par exemple, à partir du moment où on a commencé à avoir, par exemple, le jeu en physique qui est arrivé ou des choses comme ça, il y a des gens qui doutaient encore du fait que ce soit possible. Et il a fallu montrer que il se passait quelque chose, qu'il y avait bien une impression qui était en cours, qu'on s'occupait bien des enveloppes, à étiqueter tout ça. Et là, ça devenait concret pour les gens. Et là, les gens ont clairement tous embarqué. Et on a eu une communauté hyper bienveillante. On se dit souvent, on dit souvent, oui, les personnes, il faut qu'ils payent quelque chose pour être responsabilisés. C'est vrai pour les transports en commun, etc. Mais je ne suis pas du tout d'accord. Pour moi, c'est pas l'argent qui va impliquer la personne. C'est pas nécessaire en fait de mettre de l'argent dans la relation avec l'autre pour que la personne soit responsabilisée. Et puis on a eu on a eu plein de messages, des centaines de messages tout le long de la campagne, hyper bienveillants. On a eu par exemple 50 traducteurs bénévoles, des personnes qui ont dit hey, je suis croate, je suis slovène, je suis russe, je suis chinois, je voudrais faire la traduction, je trouve que ton projet est génial, t'as un culot de ouf de proposer un jeu gratuit, je voudrais apporter ma pierre à l'édifice. Et on a eu 50 traducteurs qu'il a fallu coordonner pour gérer la traduction dans 36 langues différentes de Clash of Deck. Donc ça, c'est vraiment cool aussi parce que le fait que ça ait été un projet gratuit, les gens étaient pas vus comme juste des consommateurs, ils étaient pleinement acteurs du projet. Je les ai beaucoup sollicités sur le choix du nom des cartes, sur le visuel que devait avoir la boîte, sur la couleur du dos de cartes, en fait sur plein de choix, sur plein de choix d'édition. J'ai mobilisé les gens et ils étaient actifs. Et ça, c'est quelque chose qui était vraiment, vraiment cool. Et voilà. Mais d'un autre côté, le fait qu'il y avait une grosse communication autour de Clash of Deck, hein, avec le Discord, avec tes interventions régulières, je parle surtout de la communauté française. Bah, moi, je parle de mon cas perso. T'avais envie d'embarquer, quoi, dans l'aventure. Voilà. Je trouve que c'était une façon différente de discuter avec les gens que de leur proposer, comme on voit trop souvent, peut-être. Il y avait plus d'humains, j'ai trouvé moi. Et c'est ça, ça a pas de prix pour moi. Clairement. Mais en fait, alors c'est pas un truc dont on joue particulièrement, le côté comment dire. Le côté de se mettre en avant en mode on est une petite structure, on voudrait se lancer, etc. Au contraire, on essaie de montrer qu'on est
qu'on est une petite structure, mais en même temps c'est un fait, mais qu'on veut montrer qu'on est professionnel et qu'on peut tenir les délais, tu vois. On s'était engagé sur septembre à envoyer toutes les enveloppes, on s'est organisé pour. On a vraiment fait les choses du mieux qu'on pouvait, et je pense qu'on s'en est vraiment très bien sorti sans vouloir nous lancer des fleurs. Mais je suis hyper fier de ce qu'on a réussi à accomplir en si peu de temps et avec aussi peu de moyens, parce qu'on n'était que deux, tu vois, on a fait plus de 24 000 enveloppes à étiqueter, on a collé 75 000 étiquettes pour l'affranchissement. C'était des soirées de fous, et on partageait ça aussi avec les gens. On partageait des petites vidéos de nous en train de travailler le soir entre 21h et 2h du matin en train de coller des étiquettes. Et je pense qu'il y a une bienveillance qui s'est mise entre les backers et nous, parce que justement ils se disaient bah, ils font tout ça pour l'instant pour rien, quoi. Ils le font pour nous, sans être sûr de rien gagner. Donc il y a une espèce de forme d'empathie qui s'est fait entre les backers et nous. Et je pense que même si aujourd'hui on propose quelque chose de payant, à un moment donné, il faut quand même que économiquement on puisse durer. On peut pas faire que du jeu gratuit en permanence. Mais je pense qu'on a conservé ce côté un peu communautaire où les gens sont restés en fait bienveillants et presque reconnaissants de ce qu'on propose. Et ils ont l'impression aussi de vivre. Alors c'est un peu bateau. De pas de vivre une aventure, tu vois, mais de participer à quelque chose qui s'est jamais fait avant. Et du coup, ils ont l'impression qu'il n'y a pas besoin d'exclusivité, de stretch goal ou trucs comme ça pour animer la campagne, parce que rien que la campagne en soi est une exclusivité, tu vois. Bah ouais, non, mais moi, c'est ce que je te disais, c'est que justement, tu as l'impression de faire partie d'une aventure, c'est clairement ça. Et c'est vrai que moi, j'ai vu les photos, vous étiez en train de faire de faire les paquets. Bon, ben voilà, ça fait partie. Il y a eu une belle communication, c'était génial. En tout cas, bravo. Alors j'en profite parce que justement l'esprit de communauté, de suivre une aventure, en fait, je l'ai aussi vécu avec Chai. Je sais pas du tout si vous avez suivi, mais ce couple qui a lancé le jeu de Chai, que bon, j'attends depuis déjà 1 an, mais qui ont partagé régulièrement avec leur communauté, qui ont vraiment créé tout un univers et qui présentait chaque aspect de la production. Et c'est ce que j'ai retrouvé dans ton projet, en fait, aussi. Alors, je connaissais pas du tout le nom du. Tu peux l'épeler peut-être pour que. Chai, comme en fait, c'est un jeu sur le thème du thé, D'accord. et c'est CHAI. Pour ma Voilà. culture Voilà. personnelle, j'aime bien me tenir au courant de. Et puis je pense que même pour les auditeurs qui voudront regarder, je pense que ça pourrait les intéresser aussi. Et Marine, il est en train d'être livré, je crois, Jay. Oui, bah, j'attends désespérément depuis 1 an, mais en fait, je suis un peu Madame Thé dans mon entourage, donc il me fallait un jeu sur le thème du thé, je n'en avais pas. Voilà, donc je l'attends. À savoir que tu vas pouvoir rajouter une nouvelle corde à ton arc, Léandre, c'est influenceur, grâce, on va dire, à Clash of Deck, la seconde saison, principalement sur l'imprimante que tu présentes pour le print on demand, puisque eh bien, j'ai suivi pas mal de podcasts ou d'émissions donc, qui ont repris Clash of Deck pour présenter les Kickstarter du moment, les Kickstarter qui font qui font les gros titres. Et beaucoup de gens parlent de l'imprimante que tu présentes et envisagent même des joueurs, même des gens qui font des protos, envisagent de l'acquérir, puisque finalement elle paraît pas si chère à l'achat. Après, il y a tous les, on va dire, c'est comme les machines à café, la machine en elle-même n'est pas forcément chère entre guillemets, hein, mais c'est tous les composants à côté. Et donc voilà, tu peux ajouter influenceur, je pense, dans ton CV, dans tes nombreux métiers, puisque bah, cette imprimante-là commence à faire parler d'elle. Mais c'est drôle. J'aurais dû être VRP pour cette marque, j'ai l'impression, parce que alors c'est vrai qu'elle est pas très chère dans le sens où pour une entreprise c'est pas cher, pour un particulier c'est cher. On est sur une machine qui coûte 1 500 € environ et qui permet d'imprimer des cartes PVC recto verso, d'en imprimer vraiment. C'est pas une machine pour en imprimer 4 et puis la mettre de côté et puis en réimprimer 4 la semaine d'après. C'est vraiment une machine qui est faite pour en imprimer
plusieurs dizaines de milliers dans une année. On est sur un truc un peu intensif. Ça peut sortir, il me semble, 220 cartes à l'heure. Et ça les sort à l'unité. On n'est pas sur des planches à découper. Les cartes sont déjà découpées. Il y a juste besoin de les mettre. Et ensuite, il y a un rouleau. Alors, ce qui coûte cher, c'est pas forcément l'imprimante. Enfin, c'est un investissement quand même, 1500 euros. Mais c'est quand même très léger pour une entreprise en général. Ce qui coûte cher surtout, c'est les consommables, les rouleaux d'impression, l'entretien également, et puis le coût des cartes. En fait, juste pour vous donner une idée, une carte à fabriquer par l'imprimante, ça revient au même prix, une seule carte en PVC imprimée, en personnalisé, ça revient au même prix qu'une extension complète autonome que je propose pendant le Kickstarter. Donc une carte, voilà, c'est le même prix en termes de production qu'un jeu de 36 cartes. C'est vraiment comme les machines à café, si on peut faire un comparatif en termes de prix. Ouais, mais Entre en fait, guillemets, hein. ça peut être intéressant. Je pense pas que pour du proto, ce soit intéressant parce que en proto, t'as envie d'effacer des choses, t'as envie de bidouiller. Pour moi, des pochettes, des sleeves avec une carte dedans et tu griffonnes quelque chose, ça suffit largement. Je pense que c'est par contre, pour de la micro-édition avec des jeux très minimalistes qui nécessitent que quelques cartes ou des choses comme ça a du sens. Mais pour des gros jeux de cartes, ça a pas de sens, ça a coûté beaucoup trop cher. Et pour du proto, je pense que c'est une fausse bonne idée parce que le prix reviendrait super cher. Ah, sauf si c'est un kiff que la personne veut se faire, hein, ça elle a tous les droits. Mais je pense que ça coûterait extrêmement cher au final, ton proto va te coûter une blinde, quoi. Alors moi, je trouve ça vraiment hyper intéressant de discuter avec toi justement pour avoir l'envers du décor, l'envers des jeux. C'est vraiment passionnant. Mais j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton jeu justement en lui-même, sur Clash of Deck. On voit clairement une filiation dans ton parcours, hein. Tu as commencé avec Magic, tu été, tes mécaniques de jeu sont assez imprégnées par l'influence des échecs, par l'influence du tower defense. Quand on retrouve, justement le jeu tower defense. Après tu as suivi, Kingdom Rush et plus tard on a eu, You Shall Not Pass dans les free to play que tu proposais et aujourd'hui on arrive à Clash of Deck. Voilà, donc j'aimerais que tu reviennes un petit peu sur les influences que tu pu avoir dans la production de tes jeux et puis, que tu nous présentes peut-être Clash of Deck? Ouais, Pour ceux qui carrément. ne connaissent pas la mécanique, qu'est-ce que ça apporte? Et c'est fou parce que tu connais vachement bien mon parcours du coup, parce que tu vois, faire tous ces liens-là, il y a un vrai travail de recherche. Donc je te félicite. Bah, je t'ai suivi un petit peu en fait, sans le vouloir en fait. C'est grâce au free to play et puis une chose en entraînant une autre, les infos sont venues naturellement et Hmm. puis après, je fais des liens, voilà. Mais écoute, c'est très bien. Alors, c'est vrai que moi, je suis un ancien joueur de Magic. J'ai commencé en 2001, quand j'étais au collège. Je suis pas si vieux que ça. Moi, je suis de 89. Donc, j'ai commencé quand j'avais 12 ans. Et c'est un jeu qui m'a marqué. C'est le premier, moi, je le considère comme le premier jeu de société. Je le considère comme un jeu de société moderne auquel j'ai joué et qui m'a marqué. Et du coup, c'est vrai qu'il a eu beaucoup d'influence dans la création de mes jeux. Et un autre jeu qui m'a marqué beaucoup, c'est Warcraft 2 et ensuite Warcraft 3 et notamment le mode Tower Defense qui était sorti à l'époque sur Battle.net. C'est un mode de jeu et ensuite qui a donné un type de jeu. C'est un mode de jeu que j'ai découvert via les parties personnalisées sur Battle.net. Et j'y jouais beaucoup au Tower Defense. Je trouvais ça vraiment génial. Et c'est toutes ces influences-là, je crois, qui ont abouti en tout cas aujourd'hui à la création de Clash of Deck, mais pas que. Il y a d'autres choses, il y a aussi Hearthstone évidemment, parce que Hearthstone c'est un jeu que je kiffe de fou depuis 2014 je crois, depuis la bêta, ou 2013, je sais même plus, quand c'est sorti, 2014. C'est un jeu que j'ai streamé aussi sur Twitch pendant quelques années. À l'époque j'avais une chaîne qui s'appelait Boudoum Gaming. Oh mon dieu. J'avais une chaîne YouTube aussi, c'est n'importe quoi. Mais c'était vraiment pour le Ressors kiff. les archives, hein. Ouais, non, mais je vois que j'ai désactivé ma chaîne YouTube parce que j'assumais plus. Et aussi, et dernièrement, en fait, ce jeu Clash of Deck, c'est l'adaptation. C'est l'adaptation du jeu Clash Royale en jeu de société. En fait, j'avais créé un premier prototype que j'avais présenté à Lucky Duck à l'époque où je bossais pas encore pour eux. Et j'ai dit à Vincent qui gère Lucky Duck, qui est le taulier. J'ai un jeu qui est adapté d'un jeu vidéo.
il m'a dit que c'est super, mais par contre, un jeu uniquement pour 2 joueurs, ça allait être compliqué, et encore plus compliqué parce que la licence de Clash Royale était extrêmement difficile à avoir, voire impossible à avoir. Donc en fait, du coup, il n'y a pas eu de suite. Et j'ai mis Clash of Deck, cette version-là en tout cas temporairement sous le tapis, et je l'ai développé un peu plus tard, une fois que j'ai notamment quitté Lucky Duck en 2020. Donc les influences, c'est clairement Magic, c'est clairement du Tower Defense, c'est clairement du Hearthstone, du Clash Royale. Le Hearthstone beaucoup dans le design, parce qu'en fait j'ai réussi à trouver un mec qui fait des illustrations assez semblables à ce que Blizzard fait sur Hearthstone, et j'adore ces illustrations. Et dans le système mécanique, on est vraiment sur du Clash Royale, dans le sens où on a 2 ponts. On va poser des créatures, mais une fois qu'elles sont posées, on n'a plus le contrôle sur elles, le système d'attaque se gère de manière automatique. On a une main de 8 cartes de créatures, exactement pareil dans Clash Royale, et on peut jouer uniquement les 4 cartes les plus à gauche, pareil dans Clash Royale. En fait, toutes les mécaniques, on va dire clés phares de Clash Royale ont été traduites en version jeu de cartes dans Clash of Deck. Je pense que les sensations de jeu sont quand même pas les mêmes, hein, mais je crois que quelqu'un qui connaît Clash Royale aura des facilités à prendre en main le jeu, parce qu'il va retrouver justement ces systèmes clés, ces références communes entre les 2 jeux. Voilà ce que je peux dire sur les origines de Clash of Deck. C'est un jeu qui a une histoire quand même assez longue, parce que il y a eu plusieurs versions du jeu. La vraie première version, elle est sortie en version à découper soi-même en 2020, sous forme de petits, comment on appelle ça, des petits feuillets, des petits, ouais, on va dire des petits feuillets, des dépliants, c'est ça le mot, des petits dépliants à découper soi-même, où il y avait la règle, il y avait une petite boîte à découper, il y avait des cartes à découper, et il y a eu 7 extensions autonomes qui sont sorties, et puis ensuite on m'a suggéré, plusieurs influenceurs m'ont dit, c'est dommage quand même, c'est un petit jeu qui est pas mal, tu devrais peut-être le proposer en version en dur, avec des cartes pour toucher plus de monde, parce que c'est vrai que découper son jeu, il y a plein de gens que ça bloque, tu devrais peut-être essayer de faire autre chose. Et c'est là qu'ensuite s'est posé la question du Kickstarter, de la première campagne, puis de la deuxième, et aujourd'hui de la troisième. Mais ouais, c'est un jeu qui a... Je pense qu'on est le seul jeu aussi à avoir changé de nom en cours de campagne. On est passé de Clash of Deck à Clash of Decks. Ça, c'était aussi une aventure. Mais il y a plein de choses à dire sur le jeu, c'est très drôle. Je pense qu'un jour, je ferai je crois que il y a un éditeur qui a fait ça, un livre PDF sur son parcours pour éditer un de ses jeux, et il donne toutes les infos. Je pense qu'un jour, je ferai ça pour Clash of Deck, parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire sur l'évolution que ce jeu a connue. Et je pense que ça pourrait intéresser des gens. Alors, ça peut nous intéresser aussi, hein. Nous avons des chroniques prévues autour de l'histoire des jeux. Mais déjà, de proposer le jeu en cut and play, c'est déjà incroyable. C'était un risque, parce que c'est vrai que tout le monde ne veut pas forcément découper. Ouais, c'était assez... je veux pas dire le mot, mais il fallait en avoir un peu. Il faut avoir des balls, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, c'était risqué, non, parce que ça coûtait rien à produire. C'est-à-dire qu'un jeu, tu vois, le jeu était à produire, il me coûtait, je crois, 14 centimes pour un exemplaire. Donc, en fait, quand quelqu'un achetait les jeux, il achetait pas le matériel de jeu, il achetait l'idée, il achetait le concept. Oui, bien sûr. En général, le prix d'un jeu, même dans 100% des cas, en fait, le prix d'un jeu est basé uniquement sur son matériel. On ne prend pas du tout en compte le coût de développement. C'est-à-dire qu'un éditeur, il crée un jeu, son jeu lui a coûté à produire 3 €, il va le vendre x6. Voilà, il sera vendu 18 € en boutique. Ça marche comme ça, en fait, sur la vente des jeux. Moi, ça peut pas marcher comme ça, parce qu'en général, mes jeux ne valent rien physiquement. Donc, ce que j'aime dans mes jeux, c'est que les gens, quand ils les achètent le travail d'auteur qu'il y a dessus. Et ça, je trouve ça assez valorisant. Et alors, j'ai pas pris de risque, parce qu'effectivement, ça coûtait pas cher à produire, et au pire, je perdais quelques centaines d'euros, et c'était pas très grave en soi. C'était un kiff. Mais ça permettait de faire un jeu vraiment pas cher, parce que qui peut se targuer de pouvoir proposer un jeu complet, parce que c'était un jeu complet pour 2 joueurs, à 3 €. 3 €, quoi. 3 €, un jeu complet, frais de port compris. C'est n'importe quoi. Il y en a qui t'ont suivi après.
Ouais, mais effectivement, ça bloque beaucoup de personnes de découper son jeu, de découper soi-même son jeu. En fait, j'ai remarqué que c'était un frein. Un frein. L'impression est un frein pour le print and play. Mais une fois que tu as passé l'impression, la découpe n'est pas un problème parce que tu sais que de toute façon, si tu vas sortir un truc de ton imprimante, il va falloir le découper. Mais pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire du print and play, de leur proposer directement un jeu à découper, en fait, c'était une fausse bonne idée. Mais je ne suis pas du genre en fait à essayer d'anticiper est-ce qu'il y a un marché pour ce genre de jeu, est-ce que vraiment les gens vont adhérer. Je suis plutôt du genre à essayer de faire les choses en prenant un risque minime. Et ça marche, c'est cool, ça marche pas, j'essaie de comprendre pourquoi, mais cette réflexion de pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas, je le fais pas avant. Je suis pas, sinon en fait j'avance pas sur mes projets. J'ai besoin de faire des trucs, d'essayer. Ça marche pas, j'en tire les conclusions, j'adapte, etc. Bah, du coup, tu as été précurseur de pas mal de choses finalement. Parce que ouais, je sais pas. Le print and play s'est vachement développé. La gamme, des gammes à 3 €, il y en a. Il y a Superlude qui le fait maintenant aussi. Voilà, il y a. T'étais dans les premiers à faire ce genre de choses. Ouais. En francophonie, ouais, complètement. À l'étranger, je crois qu'aux États-Unis notamment ou dans d'autres pays, je crois que le print and play est beaucoup plus démocratisé qu'en France. Il y a une vraie communauté active. Il y a des sites spécialisés qui font beaucoup de trafic. En France, je crois que c'est les gens l'ont découvert, enfin les gens plus largement en tout cas l'ont découvert avec le fait d'être obligé de rester chez soi et d'avoir les boutiques fermées. Donc ils se sont dit comment on peut jouer si les boutiques sont fermées, comment on peut jouer si on reste chez soi? Et bah tu prends ton imprimante et tu peux fabriquer des jeux gratuitement. Ah ça a l'air sympa ça, on va essayer. Donc c'est vrai que le confinement n'a pas eu que des effets négatifs, surtout sur le jeu de société. Hein. Le jeu de société a vraiment connu un super gros bond lors du confinement, mais parce qu'il fallait occuper les gens surtout. Des gens chez eux qui tournent en rond et il faut leur trouver une activité commune à faire ensemble. Donc, mais donc le jeu de société a quand même eu, et par la même occasion de print and play, a eu un peu le vent en poupe à cette période-là. Ouais. Est-ce que je suis précurseur sur des trucs? Je pense pas que je sois précurseur, parce que je pense que tout ce que j'ai fait, je pense que ça a pu être déjà fait peut-être dans d'autres pays, mais j'ai pas les références, donc je pourrais pas te dire si vraiment enfin, je veux dire en France, je pense. En France, je pense que j'ai eu quelques projets originaux, ouais, qui ont peut-être pu inspirer d'autres personnes, mais ça, je pourrais pas confirmer la paternité. Non, mais c'est moi qui le dis, hein. Ah oui, d'accord. Okay. Ça ne m'engage pas du coup. Non, ça t'engage pas, c'est moi, j'assume. Okay. Et Clash of Deck, c'est quoi alors? Clash of Deck, c'est un jeu de duel initialement. C'est un jeu de duel de cartes où on incarne un seigneur sorcier et on doit se mettre sur la tronche avec l'autre joueur. Alors c'est un jeu qui est pas du tout thématique. Il y a des belles illustrations. C'est un jeu très chouette, mais la thématique est vraiment factice. C'est un jeu purement mécanique. On est sur un jeu de positionnement de créatures avec qui ont des valeurs d'attaque, des valeurs de défense. Le but étant de rentrer un certain nombre de dégâts sur l'adversaire, et on va positionner ces cartes à certains moments et à certains endroits sur deux lignes qui constituent les deux lignes d'affrontement pour essayer de rentrer le plus de dégâts à l'adversaire et le détruire. La particularité du jeu, il y en a plusieurs, c'est que déjà le jeu n'est constitué, enfin chaque joueur n'a dans sa main que 9 cartes. On a 9 cartes pour toute la partie. Pas une de plus, pas une de moins, on a 9 cartes et on a 2 cartes ponts on va dire sur l'espace de jeu qui permettent de délimiter l'espace où l'adversaire a posé ses cartes et l'espace où toi-même tu as posé tes cartes. Et la particularité du jeu, c'est que ces cartes-là, elles vont te faire toute ta partie, c'est-à-dire que tu vas pouvoir les poser, tu joues que celles qui sont le plus à gauche de ta main. C'est un jeu où il ne faut jamais mélanger ces cartes. Pour indiquer les points de vie du joueur, il n'y a pas de marqueur, il n'y a pas de token, il n'y a pas de dés, il n'y a pas des choses comme ça. Tu as une carte dans ta main qui est la carte Bastion Fort, qui quand tu prends des dégâts, quand l'adversaire, tu as des créatures qui infligent des dégâts directement à ton fort, tu vas devoir décaler ta carte d'autant d'emplacement que de dégâts subis. Et quand ta carte fort atteint l'extrémité droite de ta main, elle va se retourner, tu vas la remettre à gauche, et si elle est encore détruite, elle retourne du côté droit. Dans ce cas-là, tu as perdu la partie, ton fort est complètement détruit. La particularité du jeu aussi, c'est que les cartes, plus tu joues de cartes en jeu, moins tu as de cartes dans ta main. Donc moins tu as de PV et moins tu as de mana. Parce que le mana est généré aussi en fonction du nombre de cartes que tu as dans ta main. Donc tu as tout un équilibre dans le jeu, assez subtil, où ta main détermine à la fois tes points de vie
ton mana. Et le fait d'avoir une grosse présence en jeu, c'est-à-dire de dominer le contrôle du territoire, le contrôle de la partie, ça fait que tu es moins puissant, tu as moins de mana, tu as moins de vie, et du coup l'adversaire peut, à lui, s'il a moins de cartes en main, a plus de mana et plus de points de vie, et peut plus facilement remonter la partie. Il y a un équilibre assez subtil qui se fait à ce niveau-là. Donc jeu de cartes qui dure environ, on va dire 15 minutes. Ça dépend des parties, ça dépend comment dire, ça dépend de l'attitude des joueurs. Il y a des joueurs qui sont très agressifs. Les parties vont durer 5 tours. Il y en a d'autres où les deux joueurs, quand c'est le cas, quand les deux joueurs sont très défensifs, c'est-à-dire qu'ils se concentrent sur la destruction des créatures adverses et pas sur la créature du bastion fort. Dans ce cas, les parties peuvent durer des fois une demi-heure, 3/4 d'heure, ça peut arriver. Mais c'est pas dans cette idée que le jeu a été conçu. Le jeu a été conçu, c'est un jeu d'opportuniste. Il faut essayer de positionner ses cartes pour entrer le plus de dégâts le plus rapidement sur le fort adverse. Voilà. Jeu d'affrontement, 2 joueurs. Il y a un mode solo également qui a été développé. J'en suis pas peu fier. Je pense que je joue plus d'ailleurs au mode solo maintenant qu'au mode duel. Et c'est un jeu qui se prête bien aux extensions parce que c'est un jeu qui n'a pas de texte. Il y a juste des petites icônes qui permettent de représenter des capacités spéciales. Donc une carte, tu as un coup de mana, une valeur d'attaque, une valeur de PV. La valeur d'attaque, c'est les dégâts que ça va infliger. Valeur de PV, ça va être la résistance de la carte. Coup de mana, c'est combien est-ce qu'il faut que je paye de mana pour pouvoir l'invoquer en jeu. Et les petites capacités, c'est des petites icônes. Donc il peut y avoir des choses comme la rage, le splash, la perforation, qui permet de taper plus de créatures, qui permet d'attaquer immédiatement quand la créature arrive en jeu. Enfin, voilà, plein de petites capacités. Et le fait qu'il n'y ait pas de texte, ça permet notamment à plus ou moins n'importe qui, même des enfants, de pouvoir y jouer assez librement. Et puis, on peut jouer également dans n'importe quelle langue. On peut jouer avec un Suisse, mais non, parce que les Suisses parlent aussi français, ça ne marche pas. On peut jouer avec n'importe qui. Il n'y a pas besoin de savoir lire, comme dans Magic, un texte pour comprendre l'effet de la carte, puisque c'est résumé par un symbole, tout simplement. Et c'est un jeu qui se prête aux extensions parce qu'en fait, il suffit de développer des nouvelles capacités spéciales pour créer plus de synergie, plus de combinaisons entre les cartes et de pouvoir renouveler le jeu comme ça. Juste, moi j'aimerais revenir sur 2 aspects de ton jeu qui sont originaux. Le fait que la carte de ta tour, puis de ton château fort bouge dans la main, donc ça je sais pas si tout le monde aura bien compris. Elle passe, donc si j'ai bien compris, de tout à gauche de ta main vers la droite progressivement, et c'est ça qui va représenter les points de vie. Et ça Exactement. c'est original, enfin ça sort de nulle part. Ça sort de ma tête. Ça sort de ma tête. En fait, et là encore une fois, on est sur une contrainte. Tu vois, ce jeu-là, je l'ai créé en disant, je veux créer un jeu de cartes d'affrontement adapté Clash Royale en jeu de cartes. Je n'ai droit qu'à des cartes. Je n'ai pas le droit de prendre ni token, ni jeton, ni rien. Et c'est cette contrainte de matériel qui m'a poussé à imaginer un système pour représenter les points de vie d'une manière que d'ordinaire les auteurs ils vont pas se poser cette question-là. Ils vont se dire, c'est bon, je prends un token pour gérer les points de vie. C'est bon, c'est facile, c'est acté. C'est ce que tout le monde fait. On continue comme ça marche bien. En fait, avec cette contrainte de matériel-là, je me suis imposé cette recherche qui a conduit justement au fait que, en fait, les points de vie sont symbolisés par une carte qui se balade littéralement dans la main du joueur. Un peu plus largement, ça me fait penser à Palm Island. Alors, Palm Island, j'avoue que j'ai jamais joué. J'ai créé une version. Tu devrais. En fait, j'ai créé une version. J'ai jamais lu les règles et j'ai jamais joué à Palm Island, mais j'ai créé une version apparemment d'un like qui s'appelait Zeus, la main de Dieu, où on a 17 cartes et c'est le principe. Ça reprend le même principe que Palm Island. C'est des cartes qui tournent dans la main. Et je trouvais ça vachement. En fait, j'avais connaissance du jeu, du principe général mécanique, mais j'ai jamais joué, je connais pas les règles. Et du coup, je m'en suis inspiré pour créer un proto qui marche vachement bien d'ailleurs. Qui marche vachement bien. Et faudrait que je teste vraiment l'original pour savoir si j'ai pas créé le même jeu en fait sans faire exprès. Je pense, enfin, j'ai pas testé la main de Dieu, même si je l'avais vu passer, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui pourrait te plaire parce que tout reste dans une main et tu retournes simplement les cartes. Donc c'est pareil avec le genre de contrainte qui t'aurais pu l'inventer, je pense. Moi, je trouve ça génial.
Voilà, le genre de contrainte où tu as juste à tourner ta carte en disant: «OK, ma carte, je peux la mettre en haut, en bas, je peux la retourner», ce qui te fait de nouveau un haut, un bas et voilà et ça suffit pour faire le jeu. Et l'autre aspect du coup que alors ça par contre, je sais moins si c'est, quelque chose d'original ou qui existait ailleurs. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu ailleurs. C'est le fait que tu récupères les cartes de ton adversaire lorsqu'il est battu. Alors, tu récupères pas les cartes de ton adversaire, tu récupères tes propres cartes. Ah, Tu tes peux récupérer les cartes de ton adversaire que si la créature a la capacité mercenaire. Mais on va dire que c'est un cas particulier. Donc tu peux récupérer des cartes de l'adversaire dans certains cas précis, mais en général, c'est quand tes cartes sont détruites. C'est-à-dire que quand tu es en train de perdre le contrôle du territoire, quand ta créature est détruite, au lieu en général de la défausser et de la mettre à la poubelle ou dans une défausse pour une carte que tu récupéreras pas, ou peut-être plus tard dans la partie, mais dans très longtemps, par exemple dans les jeux de deck building où ton deck a le temps de pas se cycler beaucoup de fois, là tu récupères la carte immédiatement et tu la mets à l'extrémité droite de ta main. Et en fait, quasiment 2 tours après, tu vas pouvoir la rejouer parce que en 2 tours, tu auras le temps de jouer les cartes qui sont à ta gauche, et du coup, les cartes de la droite vont se décaler dans ta main vers la gauche, et tu vas pouvoir les rejouer quelques tours après, on va dire. En général, 2 tours après. Donc ça, je pense, ce côté cycle entre la main et le jeu, ça, c'est quelque chose qui est venu assez naturellement parce que c'est une mécanique qui est dans Clash Royale, où quand tu joues une carte, t'as le choix entre 4 cartes. En tout, t'as un deck de 8 cartes aussi. T'as 4 cartes. Quand t'en joues une, t'en as toujours 4 qui sont disponibles. En gros, c'est comme une espèce de file indienne des créatures qui s'enchaînent comme ça. Donc ça, c'est venu assez naturellement parce que de toute façon, je me suis dit au bout d'un moment, la main s'épuise, on pose des cartes, ok. Bon, si mes cartes elles sont détruites et que je les récupère pas, bah en 2 tours, je me retrouve avec 2 cartes en main. Du coup, ça ne marche pas du tout mon histoire de bastion et fort qui se décale dans la main. Comment faire pour que ça puisse, voilà, pour que je puisse réutiliser le même matériel? Bah, en fait, c'est très simple. Tu récupères les cartes qui sont détruites. Au lieu de les jeter, bah, tu les remets dans ta main à l'extrémité droite, donc pas disponible immédiatement, mais disponible d'ici prochainement. Alors, en tout cas, tu es très fort parce que C'est vrai. Dice vient de nous communiquer il s'est, enfin, voilà, t'es très fort parce que il avait plus du tout l'intention d'acheter de Kickstarter et tu viens de le faire faillir. Il a craqué? Ou il va craquer? Je vais craquer. Alors, j'ai même pas dit il est fort. J'ai dit en toute sincérité, mais dans le bon sens du terme, comme quoi t'es fou. Mais t'es fou du côté génial. Parce que voilà, j'avais lu la page du KS, je me disais c'était intéressant, mais je m'étais dit plus de Kickstarter pour la fin de l'année. Voilà, il y a la bonne résolution qui arrive un peu tard, etc. Et en relisant aussi la page du Kickstarter, il y a autre chose qui m'a tapé dans l'œil. Si j'ai bien compris, c'est que le jeu marche très bien ou est prévu pour les tournois, pour jouer en tournoi, et le fait qu'il y a possibilité pour une petite somme de créer sa propre carte avec comme tu l'expliques sur la page du Kickstarter, un programme, un logiciel qui va rendre la carte équilibrée, et que cette carte créée par le joueur sera légale en tournoi. Donc chaque joueur pourra avoir, si j'ai bien compris, son propre deck créé lui-même en carte unique qui sera équilibré et légal dans les tournois. Et ça aussi, c'est fou. Il me semble pas avoir vu ça à d'autres dans d'autres jeux. Je sais qu'il y a certains éditeurs, certains auteurs de jeux de cartes qui, lors des tournois, proposaient aux joueurs de créer leurs propres cartes, mais les cartes étaient souvent complètement déséquilibrées. Là, le fait que l'on puisse créer sa carte, en plus très facilement, comme on voit dans la présentation, et qu'elle soit légale en tournoi, je trouve ça fou, quoi. Et c'est encore quelque chose, moi, personnellement, que je n'ai pas vu, je n'ai jamais vu. Et c'est pour ça que quand je dis t'es fou, mais t'es fou vraiment dans le sens bon côté du terme, dans le sens génial, quoi. Et c'est un compliment de ma part. Mais j'apprécie, écoute, j'apprécie le compliment, mais t'as bien fait de préciser que c'était un compliment quand même. Parce que ça aurait pu être mal interprété, cette histoire. C'est pour ça, c'est pour ça. Alors, il y a plusieurs choses que tu as dit sur lesquelles je voulais rebondir, et j'en ai oublié certainement la moitié, c'est pas grave. Concernant le générateur de cartes en ligne, ah non, on va commencer par les tournois. Les tournois, c'est une vraie volonté que j'ai de faire du jeu organisé.
l'année prochaine, en 2022, selon la situation sanitaire, en fait, je vais organiser un grand tour de France dans les boutiques, dans les festivals, dans les associations. Ça va durer ça va je vais rentrer à la maison quand même, hein, mais je vais partir en gros sur une durée de plusieurs mois et où je vais faire vraiment la promotion du jeu organisé pour Clash of Deck, où je vais distribuer à tour de bras des starter kits. L'idée, ça va être que le jeu s'installe à la fois en boutique, en asso et en festival. Et effectivement, il y aura la possibilité, parce que je vais la prendre certainement avec moi aussi, je vais prendre avec moi mon imprimante, et ce sera possible d'imprimer directement, de faire imprimer les cartes personnalisées là où je me déplacerai. Pour l'instant, j'ai pas de distributeur, mais il y a des discussions qui sont ouvertes, donc peut-être que je serai pas tout seul à gérer le côté jeu organisé. Concernant le générateur de cartes en ligne, alors ça c'est un gros délire que je me suis fait. Et en fait que je trouve aussi, je crois que ça n'existe pas dans un jeu où les joueurs peuvent créer leurs propres cartes équilibrées et jouables. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours été hyper fan des cartes personnalisées dans Magic et dans Hearthstone. Il y a des logiciels qui existent sur le web pour créer ses propres, on appelle ça des fun cards, parce qu'en fait en l'état il n'y a aucun système de contrôle pour vérifier qu'elles sont bien jouables, c'est-à-dire qu'elles sont équilibrées et qu'elles peuvent être adaptées et mélangées aux autres cartes du jeu. Donc c'est ce qu'on appelle des fun cards. Voilà, c'est juste pour rigoler, quoi. C'est pas viable, ça casse l'équilibre du jeu. Moi, ce que je voulais, c'était à la fois qu'on puisse avoir des fun cards, c'est-à-dire mettre des illustrations marrantes qu'on veut, mettre le nom qu'on veut dans n'importe quelle langue, mais aussi que statistiquement, c'est-à-dire que la valeur d'attaque et la valeur de PV et le choix des capacités spéciales influence directement la carte, et qu'il y a un système dans le logiciel qui permet de calculer le coût du mana automatiquement. Et donc en fait tu peux faire une carte complètement hyper forte, mais par contre le coût de mana sera de 9. C'est-à-dire que le coût à payer sera proportionnel à la puissance intrinsèque de la carte. Et donc tu peux créer gratuitement toutes les cartes que tu veux. Le logiciel est actuellement en alpha, par contre c'est viable que sur ordinateur. On vient juste de le sortir, mais on va le développer un peu plus pour que ce soit fonctionnel aussi sur téléphone. Tu peux créer des cartes créatures, des cartes incantations, des cartes champions. Nous, pour l'instant, les seules cartes qu'on imprime sur les cartes en PVC, c'est les cartes champions. Peut-être qu'à terme, il sera possible de fabriquer les cartes créatures et incantations, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Par contre, n'importe quel joueur peut effectivement fabriquer ses propres cartes incantations et champions, les mélanger, les fabriquer par un pro ou en print and play ou comme il veut, et les mélanger avec les cartes qui existent déjà, que nous on a créé pour de vrai, du starter kit et des extensions à venir. Et c'est les cartes qu'il a créées pour même être jouées en mode construit en tournoi, effectivement, parce que les cartes seront viables. Simplement, elles seront équilibrées avec les contraintes liées au générateur de cartes en ligne. Mais effectivement, je crois, j'ai pas eu vent sur un autre jeu que ce soit possible. Je suis vraiment hyper content d'avoir sorti ça, parce que comme je te dis, les fun cards, c'est quelque chose qui me parle, et je voulais un jour réussir à créer un outil qui permette à la communauté de créer le propre contenu du jeu sans qu'il y ait des abus possibles, dans le sens où les gens peuvent créer des cartes complètement cheatées. Non, là il y a un garde-fou qui fait que toutes les cartes créées sont jouables. Et ouais, voilà ce que j'ai à dire. Je suis hyper content de cette... Ouais, on peut dire que c'est une innovation en soi. C'est une innovation, c'est quelque chose que en tout cas j'ai pas eu vent, et je suis moi je suis hypé par cet outil-là. En fait, dans mes projets, j'essaie de me positionner en général du côté joueur, et tu vois, je me dis, un jeu que j'aime bien ou que je découvre, qui propose un outil qui permet de créer tes propres cartes gratuitement, parce que tu peux te les imprimer toi-même. Le mec peut, s'il veut, ne rien dépenser dans Clash of Deck, il peut créer toutes les cartes qu'il veut juste avec son imprimante, et il peut jouer gratuitement. Les règles sont en ligne. Donc hyper accessible. Il peut évidemment acheter les packs d'extension déjà faits, mais les deux sont possibles. Mais c'est un outil dont je suis hyper fier, et je pense qu'on va le pousser, vraiment, vraiment loin pour qu'il soit fonctionnel vraiment le plus possible. Peut-être même que ça débouchera sur une application à terme, un truc comme ça. Ouais, c'est encore en alpha, donc on va pas trop s'avancer. Mais je suis hyper content de ça. Et du coup, Clash of Decks au total, ça te prend combien de temps environ combien d'heures tu as pris pour faire tout ça? Ouais, c'est très compliqué à dire. La dernière version, tu veux dire
Parce Oui, qu'en fait, ouais, la dernière, donc à partir du starter kit, à partir de la campagne qui a réussi, oui. waouh, c'est chaud à te dire, parce que c'est un investissement quotidien, ça c'est sûr. Moi, je suis pas du genre à compter, enfin, j'ai pas de week-end, dans le sens où mon samedi-dimanche, je suis indépendant, donc samedi-dimanche, c'est comme un lundi ou un mercredi, donc je bosse généralement assez tard. Pas comme hier où j'ai bossé jusqu'à 7 heures, faut pas abuser, mais en général, je me couche autour de 2 heures. Je fais des journées assez intenses parce que quand il y a une communauté comme ça, il y a beaucoup de messages à répondre. Il y a beaucoup de travail dessus. Ouais, je sais que c'est trop compliqué de te donner une heure, mais c'est beaucoup d'investissement. En tout cas, je suis beaucoup plus mobilisé sur Clash of Deck, par exemple, en nombre d'heures, que sur le Filimag. Le Filimag me Justement, prend. c'était un peu ma question. Tu laisses de côté un peu le Filimac pour t'investir plus dans Clash of Deck? Non, c'est pas que je le laisse, c'est que ça me demande beaucoup moins de temps en fait. Le Filimac, grosso modo, moi je m'occupe surtout de la PAO, donc la mise en page. En gros, ça me prend on va dire environ 3 jours par mois, juste la PAO, juste la mise en page. Par contre, c'est des jours intensifs, hein. En gros, je fais une semaine en 3 jours. Je fais des journées de 12 heures. Et à le reste du temps, je peux me focus sur Clash of Deck ou sur d'autres projets qui sont en préparation, et essentiellement sur Clash of Deck. Mais en fait, ça a demandé énormément de temps là, ces derniers mois parce que, ok, c'est qu'un tout petit paquet, mais en fait, le nombre d'expéditions qu'il a fallu faire, et puis, ouais, en fait, il y a beaucoup de. Quand on est éditeur, il y a beaucoup de casquettes à gérer. Énormément de casquettes, on a du mal à se rendre compte, mais ouais, c'est énormément de temps passé. Tu vois, je sais pas si. Vaut mieux pas que je compte, sinon ça va me dépiter. Je vais me dire, ah ouais, en fait, je bosse pour moins cher qu'un ouvrier chinois. Donc, je préfère pas compter, si tu me le permets. Mais en tout cas, beaucoup d'heures, ouais. Énormément d'heures, mais de toute façon, moi, c'est un truc qui me porte. C'est-à-dire que je fais pas éditeur pour gagner de l'argent pour vivre, mais je le fais pas pour vivre, je le fais parce que ça me fait kiffer de fou, de pouvoir faire mes jeux et d'avoir cette liberté. Donc l'objectif c'est que je puisse continuer à en faire et donc de gagner de l'argent avec à terme. Mais c'est surtout et avant tout pour me faire kiffer. Et parce que ça a du sens pour moi. J'aurais une dernière question. Pourquoi Clash of Decks, du coup, ça a été transformé avec un S, contrairement à la version d'avant? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que je suis nul en anglais. Voilà, c'est la vraie raison, hein, on va pas se le cacher. En fait, je pensais que Clash of Deck, en fait, ça faisait le paquet de cartes. Et dans mon esprit, je sais pas pourquoi, je pensais que deck, ça voulait aussi dire pont. Mais en fait, c'est pas un pont comme un bridge, je sais pas comment dire en anglais. C'est un pont, enfin, c'est une plateforme. Ça veut dire plateforme en anglais, deck. Et donc, je me suis dit, ah, c'est sympa. Et en fait, non, ça marchait pas, du coup. Du coup, j'ai abandonné l'idée que ça veuille dire plateforme pont pour dire que ça veut juste dire paquet de cartes. Et du coup, fallait mettre un S derrière pour que ça fasse pas bizarre. Parce que les anglophones me disaient, mais t'es obligé de mettre un S parce que dans un clash, il y a plusieurs intervenants. Et du coup, s'il n'y a pas de S, c'est trop chelou. Et comme j'avais ce retour de la part de nombreux anglophones, je me suis dit, les francophones s'en foutent, clairement, qu'il y ait un S ou pas de S. Ça gêne les anglophones quand une partie des anglophones qui n'est pas de S. On va mettre un S. On va mettre tout le monde d'accord. Surtout, en fait, c'était surtout pour éviter les problèmes, pour pas passer pour un kikou sur le marché anglophone si le jeu venait à fonctionner et à être diffusé par exemple en Amérique ou autre. Je te rassure, moi, je ne l'avais pas vu. Ouais, non, mais il y a plein de gens qui me disent, ah bon, il y a un S maintenant? Ou oh, j'ai jamais fait gaffe. Il y a même des personnes qui me disent, ah mais moi je disais avec S même quand il n'y avait pas de S. Non, mais c'est sûr, la francophonie, entre guillemets, en France, on s'en fout un peu. Mais je pense que les anglophones, oui, tu avais plutôt intérêt à. En fait, il n'y avait pas de raison de pas. En fait, la seule raison où j'ai hésité, c'était surtout parce que je parlais du jeu depuis 1 an déjà et il n'y avait pas de S. Et donc, ça veut dire que je savais pas comment ça allait réagir en termes de recherche, en termes de comment dire, sur les réseaux, sur les moteurs de recherche, tout ça en termes de référencement. Est-ce que ça n'allait pas tout flinguer? Fallait que je change aussi toutes les fiches de jeu sur BGG, sur toute ma communication. Donc c'était un peu galère. Ça t'a collé beaucoup de boulot, à mon avis. Ouais. Au final, c'est pas une mauvaise idée, une mauvaise chose parce que ça permet de différencier du coup l'ancienne version à découper soi-même
où c'est Clash of Deck, et la nouvelle version en vrai jeu de cartes standardisé, où c'est Clash of Decks. Et donc au final, en fait, c'est pas une mauvaise chose qu'il y ait cette toute petite distinction entre les deux. Alors moi, j'aimerais qu'on revienne, Léandre, sur, justement tout à l'heure, tu parlais des illustrations, tu parlais en fait, Clash of Decks, c'est surtout une mécanique avant d'être un thème et d'être une illustration. On retrouve ça dans de nombreux jeux, hein, des jeux qui pourraient changer de thème du tout au tout sans que ça n'impacte la mécanique. Toi, quel est ton rapport aux illustrations, aux thèmes de tes jeux? Parce que même les free-to-play, hein, finalement, ce sont des mécaniques auxquelles tu as donné des thèmes, mais on pourrait en coller d'autres. Alors, effectivement, moi je prête très peu d'importance à la thématique, tout simplement parce qu'en fait j'ai l'habitude, en tant qu'auteur, de travailler sur du prototype, c'est-à-dire d'avoir des prototypes, donc des jeux, c'est des feuilles blanches avec des numéros ou avec des gribouillis ou du texte. J'arrive très facilement à faire abstraction des illustrations et de la thématique. Je suis pas du tout fan, à titre personnel, des jeux narratifs ou des jeux immersifs ou des jeux qui racontent des histoires. Je sais qu'il y en a qui adorent ça. Moi, quand je joue à un jeu de société, c'est pas du tout pour ça. En vrai, si je veux quelque chose d'immersif ou de narratif ou quoi, j'avoue que j'ai d'autres supports vers lesquels m'orienter, même si je conçois que le jeu puisse être un support adapté pour se raconter des histoires. Hein. Mais c'est juste pas le support que moi j'utilise. Et donc les illustrations, c'est vrai que pour moi, dans mes jeux, elles sont interchangeables. Elles donnent une identité au jeu, enfin en tout cas, on va dire une décoration au jeu. Mais c'est pas quelque chose. Tu vois, je vais pas développer un univers autour de mon jeu dans le sens où je vais pas créer. Je vais écrire quelques lignes histoire de donner un petit contexte, mais je vais pas créer d'histoire. Je vais pas. Il y a pas de lore, il y a pas de background. Il y a juste une mécanique de jeu avec une toute petite histoire pour accompagner en général, mais c'est vraiment anecdotique et accessoire. Pour moi, le jeu peut fonctionner. Pour moi, en tout cas, je suis pas forcément client de des jeux avec 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 une histoire qui se développe ou des choses comme ça. Je suis très j'ai un regard très juste pas matériel mais très mécanique en fait, juste très mécanique sur le jeu. Je Alors m'intéresse justement, en fait, très peu au visuel. on voit qu'au niveau, oui, de l'illustration, c'est pas ce qui t'attire, enfin ta priorité. Mais par contre, on voit que tu as un sens très pratique. Et ça, c'est le genre de choses. Alors, tu me connaîtrais au travail, j'aime bien, je suis un peu maniaque et j'adore ce genre de petits détails et j'y suis très sensible. Lorsqu'on typait, hein, tu nous envoyais une petite boîte de rangement, les règles qui vont bien après un livret, plein de choses en fait qui allaient être vraiment pratiques et fonctionnelles. Voilà, et on le retrouve hein, dans Clash of Deck, dans cette façon de compter les points de vie. Tout est logique. Il fallait que Léandre le sorte pour que ça paraisse, voilà, pour qu'on en ait conscience, mais c'est vraiment appréciable. Donc les illustrations sont pas forcément ton point fort, enfin ce que tu recherches, mais par contre il y a un côté très agréable dans les jeux que tu proposes. Ouais. J'ai un côté très pragmatique, c'est-à-dire que je vais créer mon jeu ou des petits accessoires à côté, mais que ce qui est nécessaire, utile et qui me semble pertinent. Il y aura jamais de superflu dans ce que je vais créer. Tout est nécessaire selon moi, mais je vais pas proposer des choses en plus juste pour avoir des trucs en plus. Je vais créer ce qui est utile, ce qui est nécessaire, pas plus, pas moins. Avec l'objectif que ce soit toujours compact évidemment, que ce soit toujours accessible au plus grand nombre, mais que voilà, ce soit pratique effectivement. J'avais fait je crois que j'avais proposé une petite boîte de rangement pour les jeux sur Tipeee. Oui, c'est vrai que j'avais fait ça, j'avais zappé. C'était drôle. Mais même tu vois sur les dépliants de la première version de Clash of Deck, j'avais déjà proposé une petite boîte à découper soi-même et à monter parce que je me suis dit, ok, les gens vont découper leur jeu à 3€, ils vont être contents, mais qu'est-ce qu'ils en font après? En fait, ça c'est un truc qu'on m'avait reproché sur mes jeux à une carte, en disant,
ouais, c'est bien, mais après on sait pas trop où la mettre. Bah, tu la mets dans ton portefeuille normalement, mais il y a des personnes qui savaient pas trop où ranger la carte, quoi, une fois qu'ils avaient joué au jeu. Et donc c'est vrai que depuis ce temps-là, en général, je conçois jamais de jeu sans moyen de rangement ou sans moyen de stockage. J'essaie que ce soit le plus pratique possible, transportable aussi, facilement. Et voilà. Donc ouais, c'est vrai que j'accorde une attention particulière. Mais ça, c'est presque un travail d'édition, en fait. C'est pas un travail d'auteur. On est sur un travail d'optimisation du matériel ou d'optimisation de l'ergonomie. Mais c'est vrai que ça dépasse le cadre de l'auteur. Mais parce que je suis auteur-éditeur, donc en fait, je m'y retrouve bien là-dedans. Mais en tout cas, c'est apprécié, sache-le. Ça sait être apprécié, ça a été noté. Merci Marine pour cette belle interview. Il est l'heure de passer aux questions décalées de notre cher Diles. Léandre, quel est ton meilleur souvenir de salon? Meilleur souvenir de salon, waouh. Je te cache pas qu'on est énormément. Je pense que ça devait être dans les tout premiers, je pense. Le tout premier festival de Cannes off que j'ai fait en 2013, je crois que c'était. J'avais créé un jeu qui s'appelait Chaîne et Engrenage. C'était un jeu abstrait où il y avait 9 engrenages situés sur un bouquin. Alors, c'est vraiment un prototype qui ressemblait à quelque chose. Enfin, il avait de la gueule, mais c'était vraiment complètement hors norme, avec des engrenages interconnectés et des billes qu'on positionnait. C'était un jeu abstrait. Et j'avais présenté le jeu, et tout le monde y jouait, tout le monde se prenait la tête dessus, et tout le monde était intéressé par le projet. Et finalement, en fait, c'est un autre jeu qui a attiré l'œil d'un éditeur, un jeu qui pour moi était vraiment au balbutiement de son développement, et l'éditeur était grave motivé par ce jeu-là. Et pour moi, en fait, j'étais complètement déstabilisé parce que je pensais que ce serait mon jeu avec les engrenages qui intéresserait les éditeurs. Et finalement, c'est l'autre qui a été pris. Et c'est là où j'ai rencontré pour la première fois des acteurs du monde ludique. Donc la première fois que j'ai rencontré des éditeurs, la première fois que j'ai rencontré d'autres auteurs de jeux, et que j'ai commencé à me créer un petit réseau. Et ouais, c'est un super souvenir parce que c'était en fait c'est les souvenirs de première fois quoi qui marquent le plus. Quel est le jeu dont tu aurais voulu être l'auteur? Forcément un jeu minimaliste. Tout à l'heure, j'y pense parce que je pense qu'on en a parlé, donc ça me revient tout de suite en tête. Mais Palm Island, que j'ai pas joué, mais dont le principe minimaliste et de gestion de ressources, je trouve ça hyper malin de pouvoir le tenir uniquement dans la main. Cette idée-là de jeu qui tient juste dans la main, je trouve ça hyper fort, hyper bien pensé. Et ça, je sais pas si c'est le jeu que j'aurais voulu faire, mais en tout cas, c'est une idée du jeu comme ça que j'aurais bien voulu avoir avant que l'auteur le fasse. D'accord. Et toute période confondue hein, de tous les jeux, est-ce que tu as un jeu coup de cœur? C'est-à-dire, si jamais on dit quel jeu tu recommanderais, quelle que soit la situation, quelle que soit la personne, le premier jeu qui te viendra en tête? Bah moi j'aurais dit Clash of Decks comme ça, mais ça fait à cette réponse. Mais non, mais parce qu'en vrai c'est le jeu que je joue le plus depuis 2 ans, mais parce que je bosse dessus à fond, mais que je prends toujours un foutu plaisir à y jouer, même en solo, même en simulation de 2 joueurs un contre l'autre. Donc ça peut paraître comme un genre le mec qui imbu de lui-même qui parle que de son jeu et même dans le jeu auquel qui recommande aux autres, il recommande son jeu. Mais en vrai, c'est les jeux auxquels je joue le plus depuis 2 ans et je kiffe toujours autant. Donc c'est le jeu qui me vient en tête. Donc je vais être honnête avec moi-même et je vais dire Clash of Decks. D'accord. Et puis dernière question, plus importante, comment ça va? Eh bah écoute, ça va bien. Un peu fatigué là parce que je commence à tirer. Puis la campagne est lancée depuis 24 heures, mais pas beaucoup dormi, mais ça va aller mieux quand j'aurai fait un petit peu de sommeil. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine.